Bienvenue au podcast Elle en a fait du chemin. J'ai avec moi deux invités de marque. Alors, j'ai avec moi Myriam Copry et Naomi Guerrier. Si vous pouviez vous présenter. Donc, Myriam, tu es... Je suis Myriam, effectivement. Alors, écoute, merci d'abord, avant tout, merci pour cette belle invitation à ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis la fondatrice d'une entreprise, d'une organisation qui s'appelle Ma Coach pour parents immigrants. Donc, je viens en aide et apporte des services pour les familles immigrantes ici au Québec. Et toi, Naomi? Super. Ben, merci, Jessie, pour l'invitation. Moi, je suis Naomi Guerrier, maman bénie de 3 jeunes enfants. Je suis thérapeute en relation d'aide. J'ai à cœur la communauté, les aider à comprendre leurs sentiments, les émotions, mais surtout à les apprivoiser. C'est ce que je fais en gros. Donc, on a un cocktail de Quisqueya. Ça va vraiment être savoureux. Alors, je vous offre ce verre à votre santé. Je suis désolée, on peut pas vraiment trop lever le verre parce qu'il est bien rempli. On veut pas trop se salir. Alors, goûtons. À votre santé. À votre santé aussi. Ça goûte très bon. Vraiment excellent. Alors, pour vos cocktails, vos événements, Quisqueya. Quisqueya. Alors moi, je vous ai invité, oui, à titre de thérapeute et de coach parental. Tu vas pouvoir nous aider à mieux comprendre ce que c'est et ce que tu fais. Mais le titre, on pourrait dire le titre ou le thème du podcast aujourd'hui, c'est vraiment les enfants à défi, mais plus au niveau de notre communauté. Quand je parle de notre communauté, je parle de la communauté noire. Donc, comment ça t'est venu, Myriam, l'idée de devenir coach parental et qu'est-ce qu'une coach parentale? Oui, alors, en fait, l'idée est venue suite à, je dirais, mon parcours professionnel. À la base, je suis psychologue clinicienne et je me suis toujours intéressée à la question de la migration, les impacts. Oui, maintenant on est dans le mois de l'histoire des Noirs. Il y a toujours eu des Noirs au Canada, on le sait, mais il y a une migration plus récente, afrodescendante. Et la question de la migration, donc, a toujours été au centre de mon parcours professionnel. J'ai travaillé avec des familles, mais j'ai travaillé aussi à la protection de la jeunesse. Oh. Oui. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que dans des situations où il y avait des défis particuliers, les parents afrodescendants avaient une lecture différente de la situation, avaient une compréhension. OK, ils avaient vraiment... je dis « ils », mais nous avons une façon propre de nous exprimer face à cela. Et ils n'avaient aucun endroit où partager leur vision du monde. Et ça faisait en sorte que les interventions s'alourdissaient, ça faisait en sorte que ça se complexifiait. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer justement ce réseau de coachs. Au début, que j'étais seule à faire, mais par la suite, il y a eu cette idée de dire, en fait, il y a d'autres personnes qui pourraient être formées et aussi être coach pour des parents partout au Québec. Et donc, ainsi, pouvoir sensibiliser et répondre d'une façon plus personnalisée à ce besoin de soutien des parents. Parce que c'est vraiment un besoin de soutien, d'information, de soutien, d'accompagnement quand les défis pour les enfants se font réels, qu'ils arrivent et qu'ils ne s'y attendaient pas. Oui, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a une forme de réponse qui est différente de la part des familles afrodescendantes versus les familles plus natives. Oui, bien sûr. Okay. C'est sûr que, comme tout parent, quand on a un enfant différent, il y a un processus d'adaptation. Il y a des deuils à faire, il y a un processus d'adaptation. Mais pour les parents afrodescendants, il y a un défi particulier. C'est parce que quand on quitte chez soi pour s'installer ailleurs, c'est parce qu'on investit beaucoup dans l'avenir des enfants. Okay? On se sacrifie. C'est vraiment, on se sacrifie en tant que génération pour la génération suivante. Alors, quand on se rend compte que ce sacrifice qu'on a fait, en fait, ne sera pas
valable, ou bien pourquoi, la question c'est pourquoi est-ce que j'ai tout quitté Oui. et que voilà-t-il pas qu'aujourd'hui j'ai des défis. Donc c'est cette partie qui est particulière aux parents afrodescendants. OK. C'est quoi la définition d'enfant à défi? Alors en fait, un enfant à défi, c'est un enfant qui présente un développement qui n'est pas considéré dans la norme. Ça peut être même un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, c'est un défi, ok? Parce qu'il y aura des répercussions sur son développement. Alors, son développement est différent de la majorité. On a des critères, des balises, et il ne s'inscrit pas là-dedans. Et ça a des conséquences, soit sur son développement physique, mais aussi son développement émotionnel. Donc, l'éventail est très large. Hein. Donc, on ne parle pas de petits défis ou de gros défis, mais simplement du point de vue de l'enfant, c'est une particularité de son développement propre qui lui appartient et qui va impacter son intégration dans le milieu scolaire ou dans la vie sociale en général. OK. Alors là, je vais me tourner vers toi, Naomi, puisque là, tu nous as parlé du fait que tu es thérapeute en relation d'aide, mais toi, ta relation avec le sujet, c'est plus une relation personnelle. Après ça, je vais pouvoir te parler de l'aspect professionnel, parce que je pense que vous travaillez ensemble. Oui, bien sûr. Alors, parle-moi un petit peu de toi, de ton histoire avec un enfant à défi. Parfait. Ben, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis maman bénie de 3 jeunes enfants, dont le deuxième a un besoin particulier. Avoir un enfant à besoin particulier, je dirais que définir particulier, c'est un enfant qui a besoin d'accompagnement, qui a besoin d'aide, qui a besoin de support, qui a besoin d'encadrement, mais dans sa vie de tous les jours, en fait. C'est comme ça que je le définirais. Ça fait déjà 5 ans que moi, j'accompagne mon fils dans ses besoins. Son histoire, si je peux le raconter comme ça, pour moi, cet enfant-là a été une belle surprise. Oui. Il est arrivé, comme on dit, comme une cerise sur mon sundae. Je m'y attendais pas, mais à aucun moment, moi, j'ai hésité pour faire ce choix-là. C'était un choix voulu. Pensé. Est-ce que je pensais que le défi aurait été autant élevé? Non. Mais ça a été un choix que je peux dire aujourd'hui, 5 ans plus tard, que je ne regrette pas. En fait, je ne sais pas, quand on parle d'enfant à besoins particuliers, c'est un parcours de combattant que je dirais. Autant pour l'enfant, mais autant pour le parent. Fait que dans ce point-là, je ne sais pas sur quel point que tu veux que je développe un peu plus, si c'est par rapport à l'enfant, si c'est par rapport à moi, mon parcours en tant que mère. C'est ça. Fait que je te pose la question, où est-ce que tu veux que j'aille ça? Mais en fait, ton histoire, ce que je voulais dire, c'est comment, en fait, t'as appris que ton fils allait avoir un défi, parce que c'est un petit garçon. Oui, c'est mon petit garçon, c'est mon beau Ethan, c'est mon deuxième enfant. En fait, comment je l'ai appris, c'est dans le processus de la grossesse et tout. On arrive à un examen médical comme d'habitude. Puis là, le médecin, il nomme qu'il y a peut-être des probabilités. Puis, tu sais, ils appellent ça quand même, je pense que j'étais déjà rendue à peu près à 7 mois de grossesse. OK. Puis, on me parlait d'interruption de grossesse pour des raisons médicaux. Mais c'était rien de certain. Et pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en aucun cas que ça a été, que j'ai pensé que pour moi, ça va être une interruption de grossesse ou un avortement, peu importe le terme utilisé. Pour moi, c'était, il est déjà là, c'est un être humain. Il a juste besoin d'être accueilli, puis d'être aimé. Point. Mais en fait, ils t'ont nommé, parce que c'est de quoi Moi, on m'a souffre nommé que... en fait, on m'a nommé qu'il y avait des probabilités qu'il y ait des particularités. OK. À sa naissance, dès qu'il est sorti, de par son hypotonie, on a été capable de le diagnostiquer. Ça n'a pas pris une demi-heure, on était capable de le diagnostiquer, que lui, il a une trisomie 21. OK. Ça a été très facile. Les particularités, c'est l'hypotonie, c'est le faciès fusé, c'est les yeux plus ronds, c'est une langue épaisse qui va sortir à la langue.
Bref, il y en a plein. Mais lui, dès sa sortie, ça n'a pas pris une demi-heure juste par l'hypotonie. On savait que c'était clair. Il y avait son diagnostic qui était posé. Mais je sais que ça peut aussi être déterminé très tôt dans la grossesse à travers l'échographie. Donc, est-ce que à ce moment-là, il vous avait dit ça en début de grossesse? En début de grossesse, non, c'était impossible. Même ma gynécologue, elle me disait, « Ah, t'inquiète pas, c'est peut-être une erreur par rapport à ton âge, tes antécédents familiaux et autres. » Pour elle, c'était impensable que ça aurait pu m'arriver à mon âge. OK. Donc, c'était une surprise? Le diagnostic était une surprise, mais ouais, le diagnostic, je dirais que c'était une belle surprise parce que d'un côté, le médecin me disait quelque chose, mais de l'autre côté, ma gynécologue me disait qu'il y a peut-être une erreur, c'est pas possible. Donc, tu as vécu ce qu'on appelle le deuil de l'enfant parfait, même si tu étais un peu préparée, mais c'était pas tout à fait clair. Ben, en fait, je pense qu'on n'est jamais préparé à quelque chose comme ça jusqu'à ce qu'on le vit réellement. Mais oui, j'ai dû faire le deuil de l'enfant parfait. Ben, en fait, oui, j'ai fait le deuil, mais en même temps, je ne vois jamais le terme enfant parfait, non, parce que je crois que chaque enfant est différent. Puis chaque enfant a son unicité, puis doit être perçu comme ça et accepté et accompagné pour qui il est réellement. Mais oui, j'ai dû faire le deuil par rapport à la perception de la société, non pas à moi ce que je pensais. OK. Puis c'est ça. Moi, je vais aller un petit peu, je vais vous poser la question à vous deux. Chez les parents afrodescendants ou même immigrants, est-ce que l'enfant qui a des besoins particuliers ou qui a des défis est perçu différemment? Et comment il est perçu, en fait, si je peux élargir ma question? Ben, pour les parents immigrants, l'enfant est perçu différemment dans le sens où ils voient très bien qu'ils peuvent le percevoir, hein, qu'il y a des particularités, mais en même temps, ils vont pousser. Alors, ça peut être dire, mais non, c'est toi, ou, et là, quand on va dans un espace où ce n'est vraiment pas une particularité physique, hein, ça peut être bon, quelque chose de plus léger, mais les parents vont vraiment au départ nier, ok, donc vont explorer plein d'autres avenues, et ça fait partie du processus d'acceptation avant d'accepter un diagnostic. Oui, il peut y avoir des stratégies d'évitement comme ça, ouais, ça des stratégies d'évitement, ouais. C'est un réflexe, je dirais, plus ou moins, c'est un réflexe normal. Oui, au début. Ouais, au début, on est complètement dans le déni. Pour ma part, ça me fait rire avec le recul. Ouais. Je me rappelle, je suis sortie de l'hôpital, puis c'était « vous n'allez pas me le prendre », puis je ne comprenais pas, parce que c'est quand le médecin te dit que ton enfant est un sujet intéressant, c'est bon signe pour la médecine, mais c'est pas bon signe pour toi. Ils veulent pousser, faire plein de tests. Fait que moi, je suis partie dans le déni. Je savais qu'il y avait une particularité, mais je ne savais pas quoi. Puis pour moi, il n'était pas question qu'il soit un cobaye. Fait que je l'ai pris, je suis partie avec. Mais ensuite, aller chercher de l'aide, une fois que tu es sorti du système, c'est difficile. Puis c'est là que c'est important pour les parents d'aller frapper aux portes. Puis moi, pour le remettre dans le service, j'ai dû passer 2 nuits, même 2 journées quasiment à Sainte-Justine, parce que là, il n'était plus dans le système. Puis cet enfant-là, il a besoin de manger, je n'arrive pas à le faire manger. Il y a des particularités dont il ne pouvait pas boire n'importe quel lait, puis ça ne passait pas. Mais en même temps, on respecte tes droits, parce que tu as le droit de sortir de l'hôpital avec ton enfant. Mais le ramener dans le système, c'est vraiment quelque chose. Mais dans mon déni, moi, je suis partie avec, puis j'ai dû me battre, passer 2 jours, ben, on le regarde à l'urgence, ben, il n'a rien, ben, retourne chez toi. Non, moi, je ne peux pas retourner avec, je sais que l'enfant a quelque chose. Fait que c'est aller cogner à toutes les portes, puis la 2e journée, ben, je ne sors pas là si je ne vois pas une nutritionniste, puis c'était clair. Des fois, ça prend ça aussi, mais je dirais que ça passe, pour un parent immigrant, ça passe beaucoup par l'acceptation. Comme pour tout le monde, il y a l'étape du déni
qui fait partie du processus de l'acceptation. Mais pour un parent immigrant, je dirais que le manque de connaissances par rapport à la maladie va jouer pour beaucoup. La perception de la maladie par rapport à l'entourage va jouer aussi. Il y a aussi l'aspect religion, comment est-ce que les gens perçoivent ça. Aussi, parce qu'ils peuvent dire, ben, tu sais, il y en a, c'est plate à dire, mais ils voient comme si l'enfant était possédé ou il y a autre chose, mais ça peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est une réalité. Puis tout ça, ça va jouer. Dans mon cas à moi, ce qui m'a aidé, c'est que, écoute, j'ai mis mes limites claires. Je savais que, oui, l'entourage avait besoin d'être éduqué par rapport à ça et ce n'était pas à moi de le faire. Donc, j'ai pris le recul. J'ai fait mon travail à moi, de mon bord. J'ai fait ce qui était important pour moi et mon fils, puis je me suis mise de côté. J'ai mis les gens de côté pour avancer. Aujourd'hui, je suis capable de faire l'éducation des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, en fait, cette réalité-là, parce que j'ai la force de le faire aujourd'hui. Mais avant, toute l'énergie que j'avais, c'était à ce moment-là, c'était vraiment pour mon fils et moi. Mais est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle une espèce de dépression suite à ça? Je ne sais pas si tu veux ouvrir. C'était quoi tes sentiments par rapport à ça? Et on parle de toi, mais il y a aussi le papa, la famille. Donc, si tu peux ouvrir un petit peu là-dessus sur des choses qui ne sont pas trop intimes, mais que tu peux partager avec le public, parce que c'est vraiment intéressant de voir un peu le parcours, parce qu'on se dit, OK, là, tu es passé de là à là, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi entre ce processus-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus? En fait, ce qui se passe dans le processus, c'est que la famille ne comprend pas nécessairement qu'est-ce qui arrive. La famille ne sait pas nécessairement comment accueillir cet enfant-là, comment l'encadrer, comment le regarder. En fait, on ne sait juste pas comment, parce que c'est nouveau pour tout le monde. Mais quand je dis je prends du recul, c'est parce que moi-même, je ne sais pas, je suis en train de m'adapter. Donc, je n'ai pas cette énergie-là à mettre. C'est comme si on a un combat par rapport à la perception, mais je dois m'adapter par rapport à mon fils. Donc, c'est un choix qu'on fait. Moi, ça a été le choix de mon fils de mettre les gens de côté. Par rapport aux sentiments, les questions que je me suis posées, la seule question que je me suis posée, c'est pourquoi moi? Quand ça n'allait pas, c'est mon Dieu, pourquoi moi? En fait, on réalise que... En fait, on réalise vraiment que la véritable question, c'est pas pourquoi nous, mais pourquoi pas. Puis il y a aussi la puissance de la pensée positive, pas juste de la pensée positive, mais de la pensée tout court. Parce que je me souviens, moi, je me disais, Seigneur, je vois les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Puis moi, ma plus grande peur était de ne pas pouvoir être un jour maman. Puis je le nommais des fois, je disais, Seigneur, donne-moi un enfant n'importe comment, mais donne-moi-le. Je l'ai peut-être demandé aussi. Puis je me dis, on ne reçoit jamais ce qu'on ne peut pas affronter. Jamais. Jamais. Puis je peux dire que ces 5 dernières années-là, j'ai plus cheminé de toute ma vie dans les 5 dernières années que dans ce parcours-là, je ne pense pas qu'un parcours scolaire peut rivaliser avec tout ce que j'ai appris. Vraiment. Puis non, j'ai pas été... c'est sûr qu'il y a eu des up and down dans la compréhension, dans le défi à l'encadrer, à rentrer dans le système aussi de la petite enfance. Tu sais, j'aurais jamais cru qu'on pouvait nous fermer les portes à des garderies, mais c'est une réalité quand un enfant a des besoins particuliers. Il y a des garderies qui ne sont pas adaptées. Il y en a d'autres qui sont adaptées, mais qui refusent aussi, dépendamment du besoin de ton enfant. Ça, c'est des phases qui vont toucher à ton cœur de maman, que c'est là vraiment qu'on va toucher à des sentiments, puis c'est là aussi qu'on vit la réalité, qu'on dit, OK, moi, je le vois peut-être pas différemment, mais c'est comme ça que les autres le voient. Puis il y a le manque aussi de matériel ou de soutien que je peux dire à ces places-là, parce que les gens peuvent avoir le cœur ouvert, mais s'ils n'ont pas
de quoi ils n'ont pas les matériels nécessaires pour encadrer l'enfant. Je vais parler comme dans une garderie, mettons. Si la garderie n'a pas nécessairement une chaise adaptée pour l'enfant, ben, ils ne peuvent pas répondre au service parce qu'un enfant comme ça a besoin d'être intégré. Mais ça a besoin de beaucoup d'adaptation, beaucoup de matériel pour pouvoir adapter son environnement de travail, ne serait-ce que juste pour le mettre à table avec des autres enfants, ça prend. C'est des matériaux qui coûtent cher. Fait que des fois, ils n'ont pas le choix de fermer les portes, même s'ils ont un grand cœur. Mais il y a d'autres fois aussi que ben, la personne a peur aussi. On ne va pas se le cacher, c'est la peur. Parce que je me souviens que j'avais été visiter une garderie, la dame était vraiment toute enthousiaste. Je vais avec mon fils, je lui présente, elle est vraiment toute enthousiaste. Mais dès que je l'ai nommé qu'il était dysphagique, oublie ça. Ça s'est arrêté là. Dysphagie qui veut dire? Il y a de la difficulté à avaler, donc il ne peut pas manger n'importe quel aliment. Donc, il va manger de la purée, mais ça va varier aussi de la texture. Mettons, je vais donner un exemple. Tu as un bébé de 18 mois à ta garderie, tu peux lui donner des patates pilées. Mais même mon fils, même s'il prend de la purée, mais il ne peut pas prendre des patates. C'est une question de texture, tout simplement. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Ben, il y a des places que pour eux, c'est trop demandé. C'est une réalité. Puis c'est compréhensible aussi en même temps, mais c'est des portes comme ça qui nous ferment au nez, mais depuis à la petite enfance. C'est ça que je trouve difficile. Comment tu vois le futur de ton enfant et comment il chemine? Parce que là, on a parlé un petit peu de tes sentiments et tout. Est-ce qu'il a fait des progrès que la médecine est étonnée de voir? Tout à fait. Je me souviens que le médecin nous a dit qu'il n'allait pas passer sa première année de vie. Aujourd'hui, mon fils, il a 5 ans. Wow. Et les portes qui lui ont été fermées à la garderie, aujourd'hui, c'est derrière nous parce qu'il est à l'école. Il est à l'école, mais ça prend aussi des parents qui sont conscients des besoins de l'enfant, qui sont prêts à s'impliquer, qui sont prêts à l'encadrer, à faire des choix en fonction de son enfant. Oui, j'en ai 3 enfants, mais tous les choix qu'on fait, on va prioriser celui-là parce qu'on doit s'adapter, on doit s'accommoder à lui. C'est lui qui a le besoin particulier, non pas nous. Mais juste une dernière question dans cette rubrique-là par rapport, tu sais, pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire. Comment tu fais pour amalgamer la vie de ce petit enfant-là, de ce petit être-là, et les autres enfants, parce qu'il y en a quand même 3? Oui, ben, c'est sûr. Il ne faut pas que les autres tombent dans l'oubli. Mais il faut que les autres aussi comprennent que lui, il a des besoins différents. Okay. Ce n'est pas le cacher aux enfants. Les enfants sont super intelligents et ils comprennent. C'est de le nommer aux autres, puis amener les autres à prendre conscience et à pouvoir l'intégrer aussi. Parce que l'intégration, ça part déjà de la maison. Déjà de la maison, puis profiter de chaque occasion pour le faire, non pas juste avec ses propres enfants, mais aussi aux autres. Je vais donner un exemple comme ça. On est à Sainte-Justine. Il y a un enfant d'une famille, une autre famille immigrante qui passe. L'enfant, il dit « Maman, pourquoi le bébé, il est comme ça? Mais pourtant, il est grand. » Le malaise pour les parents de l'enfant, moi, ça me fait rire. Je la regarde, je souris. La maman, elle est toute mal à l'aise. Ben, je profite, je lui dis « Permettez-vous? » Ben, lui, il est comme ça, c'est pas un bébé. C'est un grand garçon. Je suis pas mal sûre qu'il est plus vieux que toi, mais il est différent parce qu'il est malade. C'est mettre l'autre famille aussi à l'aise pour pouvoir faire l'éducation de leur enfant. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Puis à travers de son parcours, c'est de l'accompagner parce que ça vient aussi avec du support psychosocial. C'est vraiment physio, ergo, beaucoup de suivi, mais ça prend de l'implication des parents. Parce que si les parents ne s'impliquent pas pour le développement de leur enfant, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Le service est là, mais c'est aller le chercher. C'est aller le chercher. Mais est-ce que tu dirais que, tu sais, puis ça, je vais poser la question à toi, Myriam, est-ce que tu trouves que l'accès au service est égal pour un parent immigrant? Puis, il y a différents degrés d'immigration. Il y a les immigrants de première génération, il y a les immigrants de deuxième génération. Donc,
Est-ce que tu penses que l'accès est le même pour aux deux niveaux? Ben, je dirais que non. Mais au-delà de l'accès, rien qu'à entendre parler de Naomi, on sent que c'est une deuxième génération. Ah bon? Ah oui, oui, mais totalement, totalement. Ce n'est pas une immigrante première génération. Okay? Mais tu vas être... Naomi, dis-moi donc. Non. Dis-moi donc. Ben, en fait, je comprends ce qu'elle veut dire. Ouais. Parce que si je prends la génération de mes parents, Oui. même s'ils savent que les services existent, pour eux autres, ils n'iront pas le chercher. Voilà. Non. Puis l'enfant, je vais parler, mettons que moi qui est partie avec mon enfant, si je prends la génération de mes parents, ils seront retournés à l'hôpital le lendemain, ben, ça serait arrêté là. Oui. Mais moi, je sais qu'il y a le service et j'ai le droit à ces services-là. Exact. Donc, je veux frapper à la porte jusqu'à ce qu'on me l'ouvre parce que j'y ai le droit. Oui. Mais elle est immigrante de première génération. Est-ce que tu es née au Québec ou tu es née en Haïti? Moi, je ne suis pas née au Québec. Je suis née en Haïti, mais je suis arrivée ici depuis l'âge de 10 ans. Voilà, c'est plutôt la nuance, c'est plus dans l'âge Oui. et la génération. Non, mais tout à aussi. fait, tout à fait. Mais l'âge aussi joue, mais aussi le moment de moment et la l'arrivée connaissance aussi. Et la connaissance, Mais effectivement. il y a une grande différence. Naomi, c'est la génération 1.5. Okay? Non, mais on a donné un nom à cette génération, Okay. 1.5, qui a eu le temps d'intégrer les normes sociales au Québec, qui a Okay. eu le temps de comprendre le fonctionnement de la société, donc qui porte en elle les deux cultures, okay? Contrairement à ses parents, donc qui sont arrivés à l'âge adulte. Et ça va teinter la façon d'accéder aux services, la demande d'aide, la compréhension par rapport et l'acceptation par rapport aux défis de l'enfant. Ça va avoir une influence surtout parce que pour les parents qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés il y a quelques années, mais qui sont porteurs et qui sont vraiment, qui ont été socialisés dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge adulte, le parcours migratoire, comme je parlais tout à l'heure, c'est on est arrivé pour un meilleur, ok? Et puis ils doivent s'adapter au niveau du travail. Ils n'ont pas de raison encore de constituer. Okay? Ils n'ont pas cette facilité à avoir des amis ou bien des parents, et ainsi de suite. Oui. Naomi, elle a ses parents ici. Elle n'a pas à aller se questionner sur est-ce que je fais le deuil de mon travail. Non, parce qu'elle est déjà dans un processus. Ça ne vient pas teinter. Peut-être que ça va teinter au niveau de est-ce que je travaille à temps partiel, à temps plein. Oui. Mais un parent immigrant, il fait déjà le deuil de son pays, il quitte son pays. Après, souvent, au niveau du travail, il fait beaucoup de deuil. On le sait, hein, les taximans, si on regarde un peu qu'est-ce qu'ils faisaient avant comme travail, on sait qu'ils étaient des professionnels. Ils ont fait des choix pour leurs enfants. Donc, ils ont beaucoup d'adaptations à faire, ils ont eu des deuils, et tout ça pour les enfants. Donc, s'il y en a un qui arrive, qui est différent, ce deuil-là, il est immense. Et donc, ça va être plus complexe pour eux d'aller chercher les services, d'accepter aussi la réalité de l'enfant et d'être des parents engagés dans la recherche pas de solutions, mais même de stratégies pour que l'enfant puisse se développer à son plein potentiel au regard de ses propres difficultés. C'est ça qui fait la différence. Et quand on parle d'accessibilité, on peut rajouter la question de la langue. Comment on peut offrir un service à ce type de parents qui ne maîtrisent pas la langue? Okay? Et on sait, on est dans une société, il faut faire vite, bien. Et il faut être capable de demander de l'aide. Juste pour anecdote, mon fils, j'ai un de mes fils qui a un défi particulier qui est moindre, c'est un enfant dyslexique. Okay? Mais dans sa classe, il y avait une petite fille qui avait les mêmes défis que lui. Sauf que la maman parlait espagnol. Oh. Et lui, il m'est venu et il m'a dit, maman, est-ce que tu peux aider la maman de cet enfant? Parce qu'elle ne parle pas le français. Wow. C'est quand même, c'est pas aussi intense que dans le cas de Naomi, mais on parle aussi d'intégration scolaire. Parce que moi, je me suis battue pour que mon fils soit reconnu. Au début, c'était non, il est paresseux. Moi, la réponse du système, ça a été, il est paresseux. Donc là, j'ai dit, mais non, c'est un enfant qui parle une langue. S'il ne sait pas écrire le français, c'est qu'on a un problème quelque part. Donc, ça a été une lutte. Quand on a eu le diagnostic, il avait 3 ans de retard par rapport à son groupe d'âge. Donc, le pauvre, il ramait.
Il a été le premier à avoir une adaptation, donc un ordinateur, son logiciel. Mais c'est aussi un parcours, comme dit Naomi, où il faut frapper, il faut insister, il faut se battre. Mais on a des parents qui ne maîtrisent pas la langue. Des parents qui ne savent pas comment demander de l'aide, qui ont peur. C'est là les obstacles. Quand on maîtrise la langue, qu'on n'a pas peur, on est capable d'aller chercher les services et ainsi de suite. Et puis il y en a aussi qui disent, mais j'ai demandé de l'aide, mais ce que j'ai reçu en retour, c'était des problèmes. Quels sont les problèmes qui peuvent arriver en bref? Bien justement, étant donné que souvent on interprète mal les comportements, les attitudes des parents, ok, si le parent se dit, ben non, de toute manière, il ne parle pas, mais ce n'est pas grave, ok, ça va venir. Quand il aura 6-7 ans, il va pouvoir parler. Là, le système, les professionnels vont commencer à se dire, ben, ce n'est pas un parent qui est engagé dans les soins de son enfant, c'est un parent qui fait en sorte, ben, l'enfant, il y aura des conséquences sur le développement de l'enfant. Oui. Donc, on va commencer à percevoir le parent avec des manques. Alors que dans la conception du parent, ses référents, ben, c'est chez lui. Il se dit, ben, moi j'ai parlé à 6 ans, puis je n'ai pas eu d'orthophoniste. Mon enfant va parler aussi. Mais ici, on n'a pas le même cadre de référence. Donc, oui, il peut y avoir une surenchère dans les spécialistes parce que le parent va faire de la résistance, il ne va pas vouloir les services, ça va retarder les progrès de l'enfant. Et on sait que plus le parent fait de la résistance, et faire de la résistance, comme je dis, il y a un processus d'acceptation aussi, mais on n'a pas le temps parce que les besoins de l'enfant sont prioritaires. Donc, on est vraiment dans des enjeux très complexes. Malheureusement, oui, il peut y avoir des signalements pour cela. On va se le dire, pour des problèmes de santé, parce que les parents n'appliquent pas le plan d'intervention, parce qu'on demande aux parents, oui, on l'emmène chez l'orthophoniste, l'ergo et tout, mais il faut continuer les exercices à la maison. Mais le parent, il va se dire, mais non, mais le professionnel le fait, pourquoi je le ferais? Là, le professionnel va interpréter différemment la pensée du parent et on va se dire que le parent n'applique pas ce qu'on lui montre. Et là, on risque d'être en négligence. Donc, c'est très complexe pour les parents issus de l'immigration, vraiment. Alors toi, dans ton parcours, tu as dit au début que tu avais travaillé justement avec la direction de la protection de la jeunesse. Donc, je pense que maintenant, quand tu expliques tout ça, puis à la lumière de tout ce que vous avez expliqué, les ressources qui sont là, là, il y a ton entreprise qui est... Ma coach pour parents immigrants. Ma coach pour parents immigrants. Est-ce que tu interviens dans des cas comme ça ou est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte dans lequel tu interviens? Ben, j'interviens dans tous les contextes. Le but, c'est vraiment d'offrir une première ligne aux parents immigrants. Première ligne, voulant dire? Ben, des services, des services immédiatement. Parce qu'on sait que la demande d'aide est complexe. Donc, nous, on a, je dis nous parce que Naomi travaille aussi avec nous, elle est formée, oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. L'idée, c'est d'avoir des personnes formées à pas la compréhension, mais à la particularité des parents immigrants, leur façon de demander de l'aide, leur réalité, et de pouvoir les informer des services qui peuvent exister, les accompagner, surtout parce que c'est le droit à l'accompagnement qui est un droit qui est dans notre Constitution même, c'est dans notre charte, le droit à l'accompagnement, les parents l'ignorent. Et en étant accompagnés, ça leur permet aussi de mieux exprimer leurs besoins et d'avoir quelqu'un qui va traduire aussi les besoins ou les demandes des professionnels autour. Voilà. Donc, on intervient dans tous les domaines, que ce soit des parents qui ont besoin de services de spécialistes pour leur enfant ou même pour eux. Moi, j'ai des parents, c'est simplement parce que, oh là là, mon enfant arrive à l'adolescence et je commence à angoisser. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de particularité, mais c'est le parent qui, lui, va commencer à sentir dans ses attitudes qu'il y a des enjeux qui vont arriver. Il y a des parents aussi qui ont des enfants qui ont des besoins et qui n'osent pas s'adresser aux professionnels, mais nous, on va les accompagner. Et aussi, on a un réseau autour de professionnels on a une orthopédagogue. Donc,
la maîtrise de la langue, due à soit à la dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, qui va pouvoir accompagner les parents, l'enfant. Il y a aussi le médiateur. On a un médiateur parce que ça, pour les jeunes et leurs parents, c'est des fois très complexe. Alors, on a besoin de... Ça brasse. Ça brasse. Ça permet de temporiser. On a des demandes. Bien sûr, les parents qui vont à la protection de la jeunesse, Ouais. on les accompagne également. Donc, il n'y a pas une situation qu'on ne peut pas, où on ne peut pas accompagner un parent. Comme disait Naomi, il faut connaître les services. Et nous, on fait le relais, ok, entre les services qui existent aussi. Si on a des professionnels autour de nous, on va les adresser. Si on n'a pas, on va les chercher à l'extérieur. Mais on accompagne les parents immigrants dans ce processus-là. Très bien. C'est quoi ton rôle dans cette belle entreprise? Mon rôle, je suis la formation qui finit bientôt pour justement ajouter cette corde à mon arc parce que je suis thérapeute en relation d'aide. J'accompagne vraiment dans le vécu à travers les sentiments, les émotions des parents, mais les accompagner dans ce qu'ils vivent par rapport à l'immigration, par rapport à l'éducation, c'est autre chose. OK. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on n'est pas, je pense, on n'est pas trop visible pour ne pas dire qu'on est absent dans le système de la scolarité. Donc, c'est important de le faire parce qu'on veut être vu, on veut être entendu, mais on n'est pas visible. Comme parent? Comme parent. OK. Parce que pour prendre, au niveau des décisions aussi, des fois, on n'est pas prise en considération justement parce qu'on n'a pas cette visibilité-là. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant et important d'ajouter cette corde à mon arc et reconnaître aussi beaucoup ce que Myriam apporte par rapport à ma coach pour parents immigrants, parce qu'on ne prend pas nécessairement conscience, mais elle est importante, parce qu'on va se plaindre beaucoup qu'on n'est pas entendu, mais on a notre part aussi à faire là-dedans. Mais moi, je trouve que Naomi, t'es une grande dame, hein? T'as un enfant, 3 enfants, même, dont un a des filles, et en plus, t'es thérapeute en relation d'aide. En plus, je sais que t'es impliquée au niveau d'un organisme qui s'appelle la Maison de Déborah. Et en plus de ça, tu travailles au niveau de mon coach, Ma coach pour parents immigrants. Et il ne faut pas que j'oublie de nommer l'organisme qui m'a servi comme bouée de sauvetage, que je pourrais dire. Oui. Donc, je me fais une place en garderie. OK. Je me fais une place en garderie. C'est un organisme qui soutient les enfants ayant des besoins particuliers ou des déficits de motricité. Je connaissais pas. 0 à 5 ans, mais ils sont placés uniquement sur l'île de Montréal. C'est un organisme que peu importe le besoin du parent, à la recherche de garderie, faire le pont entre les services autour de l'enfant, ils vont faire le pont entre la garderie, entre les services qui existent. Ils vont des fois même accompagner. Tout à l'heure, Myriam nommait que les parents n'ont pas nécessairement le temps de faire les exercices, mais ils vont accompagner justement l'enfant, mettons, dans le milieu de garde, s'assurer que l'enfant est bien intégré, s'assurer aussi que l'enfant a le matériel adéquat pour permettre au service de garde de lui offrir ce qu'il a de besoin. Je dirais, c'est un organisme à connaître pour n'importe quel parent a besoin, qui a un enfant à besoin particulier. Je me fais une place en garderie. Je me fais une place en garderie. Super. Oui, exactement. Là où est-ce que le système de la santé, par moment, va faire défaut, on ne va pas se le cacher. Il y a des failles dans le système. Il faut se le dire. Moi, lorsque je n'avais pas nécessairement accès ou que c'était trop compliqué, mais avec leur aide, leur grande aide, ça a été vraiment bénéfique dans mon cas. Super. Donc, ma coach, mon parent immigrant, c'est ton entreprise? Oui, c'est mon entreprise que j'ai créée il y a déjà 2 ans. C'est un projet au départ qui date quand même de plus de 5 ans. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais surtout durant ma pratique en tant qu'intervenante, les parents, ils étaient seuls. Et je me suis dit, plus jamais les parents ne devront être seuls. Les enfants ont des services qui sont là pour eux, okay? Quel que soit
l'origine des enfants. Mais pour les parents, il n'y avait rien. Ils étaient vraiment seuls. Alors, je me suis dit non, je vais créer quelque chose qui va permettre aux parents de se sentir appuyés, écoutés, respectés dans leurs valeurs et leurs croyances. OK? Mais en respectant aussi le fait qu'ils avaient à cœur leurs enfants. C'est pour ça que je parle de parents, pas famille, OK? Mais c'est vraiment les parents. Parce que souvent, ils vont se dire, mais on parle beaucoup des enfants, mais et nous comme parents? Donc, du coup, j'ai créé ma coach pour parents immigrants, donc, qui donne aussi de la formation, comme disait Naomi. Donc, je forme de futurs coachs. La prochaine cohorte débutera le 27 mars, donc il y a encore de la place pour pouvoir s'inscrire. Donc, des gens qui sont intéressés à soutenir, aider les parents immigrants qui voient des défis, qui ont envie de faire la différence, peuvent vraiment s'inscrire pour la prochaine cohorte et faire partie du réseau. Aujourd'hui, on en a même une qui est à Rimouski. Il y a des gens de l'Ontario, de l'Europe qui sont intéressés à cette formation parce que c'est la première fois vraiment qu'on s'intéresse au rôle parental dans un contexte d'immigration. Et moi, ce que je trouve beau là-dedans, pour conclure, c'est que ça va permettre justement, premièrement, de créer de l'emploi. Deuxièmement, aussi, de permettre d'avoir des parents forts au niveau de notre système. On pourrait dire pour faire face au système, oui. C'est mieux ça, pour les équiper par rapport à ça. Et je pense que ça va faire aussi la prévention, oui. On pourrait dire des signalements. Et lorsqu'ils rentrent dans le système aussi, je pense que tu peux jouer le rôle d'avocate. Vous allez jouer le rôle d'avocate. Donc, ça va faire toute une différence, je pense. Ce que tu apportes, parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive, mettons, dans le système, à l'école, dans le système scolaire, quand on arrive seul en tant qu'immigrant, on se fait passer des petites vites. Ouais. Des fois, ton dossier, il passe, on le met de côté ou tu n'es pas pris au sérieux. Ouais. Mais lorsque tu es accompagné de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui explique ou que tu fais reconnaître tout simplement valeur ton droit à l'accompagnement, ben, tu es pris au sérieux. Tout à fait. Et je dirais, avant de nous quitter, j'aime beaucoup la citation de Mahatma Gandhi qui dit qu'une famille équilibrée, c'est une nation forte. Alors, nous voulons une nation forte quand même. Okay? Nous faisons partie, nos enfants, moi je parle en tant que maman immigrante, mes enfants sont d'ici et font partie de cette société. Et tous les enfants immigrants ou issus de l'immigration. Et cette société, on veut qu'elle soit forte. Okay? Et ça fait partie de notre travail à nous aussi en tant que parents, de se dire que nous sommes là, que nous devons faire entendre notre voix. On ne peut plus être mis à l'écart et après dire que nos enfants ont des défis. Non, nous devons prendre notre place parce que nos enfants sont la société de demain. Je pense que c'est ça qui va conclure ce bel épisode, ce podcast, cette rencontre. Alors, merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup à Naomi. C'était vraiment super touchant. Puis je pense que ça va être très instructif pour le public aussi. Merci beaucoup de nous avoir invités.